Vous écoutez France Culture, il est 9 heures passées de 5 minutes. Vous retrouvez Emmanuel Laurentin pour la Fabrique de l'Histoire. Bonjour. Bonjour Antoine Marette, merci pour ces nouvelles. Et donc le prochain journal de la rédaction aura lieu comme chaque jour sur notre antenne à 12h30. Nous aurons de prochaines informations justement à 12h30, mais aujourd'hui donc maintenant la Fabrique de l'Histoire. Premier temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire du renseignement. On sait combien, en histoire, ce sujet attire et repousse à la fois, laissant prospérer des légendes et des thèmes, des théories du complot par exemple, proches souvent de la fiction la plus noire. Mais depuis quelques années, une recherche universitaire a décidé, avec beaucoup d'années de retard, il faut le dire, sur les États-Unis par exemple, de prendre ce thème au sérieux et de développer colloques et journées d'études centrées sur l'histoire des services secrets et du renseignement. Demain, nous évoquerons dans le documentaire la tentative réussie d'intoxication du capitaine Léger pendant la guerre d'Algérie, qui provoqua des exécutions nombreuses au sein de l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, persuadée de couver en son sein des traîtres à la cause de l'indépendance. Mercredi, nous pourrons écouter des archives inédites issues du fonds d'archives orales du ministère de la Défense, centrées autour des renseignements pendant la Seconde Guerre mondiale. Et jeudi, nous ferons le point avec 4 historiennes et historiens sur la difficulté pour les chercheurs d'aborder ce thème à double ou triple fond et pour lequel donc la vigilance face aux sources est fondamentale, encore plus peut-être que dans d'autres thèmes historiques. C'est d'ailleurs ce dont nous parlerons également avec notre grand témoin de ce matin, Constantin Melnik, qui coordonna les services de renseignement en tant que conseiller du Premier ministre Michel Debré à Matignon pendant la guerre d'Algérie. Constantin Melnik qui travaille depuis plusieurs années à un ouvrage à paraître au printemps, à la fois en France et en Russie, sur l'histoire des espions, de l'espionnage au XXe siècle, mais vu justement sans fantasme. Le lieutenant Wallis avait été désigné et la nuit ne serait pas assez longue pour s'acquitter de la corvée. S'il mettait bout à bout les multiples renseignements rassemblés par la centrale sur les contacts réticents et épisodiques des dirigeants du FLN avec des diplomates soviétiques ou des responsables communistes, il ne convaincrait personne et se verrait reprocher par Baussin d'avoir rédigé un rapport de gendarme. S'il se lançait, à partir d'éléments aussi ténus, dans un semblant d'analyse, Alexandre Steinberg ricanerait que la centrale n'avait pas à concurrencer les vaticinations gratuites des intellectuels. Pis, mon petit, lui dirait son patron, le directeur de la recherche, l'État ne nous paye pas, fort mal d'ailleurs, pour faire du roman. Du roman, les analyses de la centrale avaient beau baigner dans la logique glacée de la réelle-politique, chacun dans les services faisait du roman. Les personnages et les situations y sont romanesques à souhait, mais personne, jusqu'à présent, n'a cherché à restituer cette réalité-là. Les chefs les plus prestigieux n'ont pas rédigé de mémoire, n'ont publié après leur retraite que des conversations de salon sans intérêt ou d'insipides traités de théorie ternes, exposés de lourdes évidences. Dans cet univers effectivement très spécial, toutes les opérations, toutes les méthodes, tous les hommes sont couverts par l'inviolable secret d'État. Voilà un extrait en page 19 d'un livre que vous avez publié il y a plus de 20 ans, Constantin Melnik, un roman justement inspiré de faits réels, comme on dit, qui s'intitulait chez De Fallois « Des services très secrets ». Et dans ces 2 paragraphes, il y a de quoi justement discuter avec vous de cette position difficile de l'historien vis-à-vis de ces sources, que sont les sources de l'histoire du renseignement, puisque effectivement, à la fois les acteurs quelquefois font du roman, c'est ce que vous dites ici même, et vous en avez fait un à l'occasion, mais aussi ces acteurs peuvent écrire leur mémoire, ce que vous avez fait également à peu près la même période, avec 1000 jours à Matignon, De Gaulle, l'Algérie et les services spéciaux, et donc il est difficile pour l'historien de démêler le vrai du faux, de jouer justement sur ce qui est réel, de ce qui est dit par les acteurs, et puis de ce qu'on peut trouver dans les archives, qui souvent ne sont pas encore ouvertes, Constantin Melnik. Oui, le problème, et vous l'avez très bien défini du renseignement, c'est que c'est encore la terre du secret. Donc, quand on dit secret, c'est pratiquement l'impossibilité de connaître la vérité.
premièrement. Et deuxièmement, c'est que le secret suscite tout naturellement le fantasme. C'est-à-dire que l'opinion publique voit le renseignement à travers les yeux de James Bond, ce qui est absolument effrayant parce qu'un James Bond ne passerait pas une frontière, il attirerait l'attention de l'inspecteur Clouseau le plus obtus. Deuxièmement, il y a des spécialistes autoproclamés qui, pour faire plaisir à leur public, inventent souvent n'importe quoi, je ne veux pas citer de nom. Et troisièmement, les témoins eux-mêmes, pris par une opinion publique qui habitée par des fantasmes, et souvent des journalistes dits d'investigation qui leur posent des questions uniquement scandaleuses ou uniquement de l'ordre du divertissement, commencent à fantasmer eux-mêmes. Oui, c'est-à-dire que c'est le royaume des affaires, pourrait-on dire tout de même. C'est-à-dire c'est de là, souvent, de ces milieux du renseignement ou du secret, que l'on croit voir naître justement régulièrement des affaires, Constantin Melnick. Des affaires, alors si vous voulez, et c'est absolument extraordinaire à quel point ça peut exister, c'est que, par exemple, il y a un meurtre mystérieux qui a été commis dernièrement à Londres de Litvinenko au polonium, ce qui fait fantasmer. Immédiatement, l'opinion publique dit c'est la faute des services secrets russes. Alors que les services secrets russes vous répondent il n'y a pas eu d'affaires de ce genre-là que du temps de Staline. Depuis la dernière affaire remonte à 59, peut-être après la mort de Staline, et qui est l'élimination d'un nationaliste ukrainien qui s'appelait Bandera. Donc, tout à coup, vous avez un fossé absolu entre ce que disent les médias et ce que disent les services. Mais pour pouvoir briser ce secret dont nous parlons, il faut qu'il y ait deux conditions. Premièrement, il faut qu'il y ait des archives sérieuses dans un service donné. Alors là, on imagine que pour quelque chose qui s'est passé il y a 2 ans, effectivement, les archives n'existent pas. Ou alors elles seront ouvertes, mais dans 30, 40, 50 ou 60 ans. Dans 30 ou 40 ou 50 ans. Et parce que, si vous voulez, Emmanuel Laurentin, vous avez 1000 fois raison, les archives ne sont ouvertes véritablement que quand il y a une espèce de consensus mondial sur le bien fondé de l'action des services. C'est-à-dire que si, par exemple, les Russes ne vont pas ouvrir leurs archives sur l'espionnage atomique parce que c'est un sujet qui fâche encore, parce que les Américains ont l'impression que leur être intime a été violé par le monstre soviétique. Donc, les Russes nous disent on ne va pas créer un climat de guerre froide et on ne va pas rouvrir les archives, disons, de l'espionnage atomique. Par contre, il y a 2 exemples en Russie, parce qu'il y a un pas nouveau. Vous avez cité tout à l'heure les universitaires américains qui apportent beaucoup à l'étude des renseignements, mais il y a un élément nouveau qui n'est peut-être pas tellement apprécié en Occident, c'est que la chute du communisme a permis d'ouvrir une partie des archives communistes. Elles se sont ouvertes, elles se sont un peu refermées aussi. Non, elles sont ouvertes et sont refermées, mais si vous voulez, ce qui est essentiel, c'est que les archives ne peuvent s'ouvrir que quand il y a un consensus international, justement, sur la nécessité d'une action. Et par exemple, il y a 2 secteurs qui commencent à être connus en Russie, et ça prouve à quel point l'historien doit être patient. Il y a un secteur qui a été ouvert, c'est celui de toutes les actions de partisans derrière le front nazi, parce que là, il y a un consensus absolu qu'il fallait quand même détruire la force d'invasion hitlérienne. Et puis, un deuxième secteur qui s'est ouvert, et là encore, l'historien doit être patient, c'est celui de l'Orchestre Rouge, c'est-à-dire de l'espionnage du Reich de Hitler par les services secrets russes, communistes, parce que là, il y a un consensus mondial. C'est-à-dire que même le plus obtus des Américains peut admettre qu'il fallait espionner Hitler et que l'Orchestre Rouge était un acte héroïque qu'il fallait accomplir. Alors, prenons cet exemple de l'Orchestre Rouge qui, tout compte fait, va permettre à l'auditeur de mieux comprendre comment chemine justement une histoire autour du renseignement depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez été vous-même, Constantin Melnick, après avoir participé, on y reviendra peut-être plus tard, donc au cabinet de Michel Debré, Premier ministre à Matignon, jusqu'à avril 1962, donc participant en particulier à toutes les opérations de services spéciaux autour de la guerre d'Algérie. Vous avez été vous-même éditeur et vous avez donc commandé en tant qu'éditeur
et peut-être fourni d'ailleurs, je ne sais, des documents qui étaient issus des archives allemandes d'Agile Perrault, qui lui ont permis, à la fin des années 60, de rédiger son fameux Orchestre Rouge, qui est devenu ensuite, ensuite un best-seller, et puis qui a donné lieu, évidemment, à une adaptation cinématographique. Voilà ce qui reste dans la tête des auditeurs qui sont avec nous. Mais vous dites, entre 1967 et 2007, il y a eu 40 ans qui se sont écoulés, et ces 40 ans ont permis justement de réévaluer ou de évaluer différemment, en tous les cas, l'action de cet orchestre rouge qui était donc mené, c'est du moins ce qu'on a cru à l'époque avec les mémoires de Léopold Trépère, par Léopold Trépère, et qui avait donc pour but d'espionner donc les forces allemandes et de fournir des renseignements justement sur les forces allemandes. Donc, et c'est un réseau qui a été ensuite démantelé par les Allemands. Alors, Constantin Menig, qu'est-ce qui a changé entre 1967 et 2007? Non, mais si vous voulez, avant même de parler de ce qui a changé depuis les années 60, il faut dire qu'avant le remarquable ouvrage de Gilles Perrault, l'Orchestre Rouge était le domaine du fantasme absolu. C'est-à-dire qu'on disait il y avait un espion, un super espion Trépère qui était lové au cœur du Troisième Reich. Et c'était complètement fantasme. C'était le James Bond de l'espionnage, mais on n'en savait pas plus. On n'en savait pas plus, mais les spécialistes autoproclamés disaient voilà, un super espion Trépère. Là-dessus se produit le phénomène Gilles Perrault, c'est que j'ai la chance, après avoir quitté l'hôtel Matignon, d'avoir entre les mains des archives allemandes sur l'Orchestre Rouge. Et j'ai la chance de les remettre à Gilles Perrault, qui est un remarquable journaliste à l'époque. Il avait publié un livre tout à fait extraordinaire qui était Les Parachutistes. Qui était une sorte de récit de sa propre expérience de parachutiste pendant la guerre d'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, et où il a eu l'extrême intelligence de dire que les parachutistes pendant la guerre d'Algérie étaient nos SS à nous. Il fallait avoir le courage de l'écrire à cette époque-là. Donc, je me suis dit, pour épanouir le talent de Gilles Perrault, j'ai la chance de tomber sur les archives allemandes, je vais les remettre à Gilles Perrault. Et il en tire un ouvrage absolument remarquable. Mais cet ouvrage est fondé sur les archives allemandes, c'est-à-dire et les archives, pas seulement allemandes, mais de ce qu'on appelle, en termes techniques, le contre-espionnage, c'est-à-dire les chasseurs d'espions. Alors, les chasseurs, et donc là, les Allemands, au début de l'invasion de l'URSS, commencent à enregistrer des émissions clandestines soviétiques, auxquelles ils donnent le nom, avec le romantisme allemand, d'orchestre, donc c'est l'orchestre rouge. Et ils arrivent par la goniométrie à cerner ces postes radio. Du côté de Bruxelles en particulier. À Bruxelles, rue des Atrobates, ils arrêtent les gens qui émettent. Et ils en torturent beaucoup d'ailleurs pour obtenir les codes, etc. Ils commencent un travail de brisage des codes, ils cassent le code soviétique et ils découvrent que il y a un monsieur Trépère à Paris qui s'occupe de cela et qu'en Allemagne il y a toute une bande d'intellectuels allemands ou de militaires allemands, Schulze et Boysen, Henri d'Arnac, qui sont des purs héros, et pour moi, qui renseignent Trépère. Voilà. Donc, et à partir de ce moment-là, Trépère apparaît comme un dieu, un super espion de l'espionnage, mais ça c'est la vue allemande parce que il était très agréable pour les chasseurs d'espions de Hitler de dire à Hitler on a arrêté le super espion allemand. Ça c'est ce qu'on appelle l'effet de source en histoire, c'est-à-dire que d'un seul coup on a une source mais il faut la mettre dans le contexte et il faut comprendre effectivement que cette source sert à celui qui l'a produit, à savoir donc ce contre-espionnage allemand qui, pour se faire mousser, pour se faire bien voir auprès des autorités allemandes et auprès de Hitler soi-même, eh bien, met en place justement cette idée qu'il y a un super espion qui s'appelle Léopold Trépère et que c'est celui-ci qu'il faut pourchasser, justement. Tout à fait. Et puis, si vous voulez, c'était beaucoup plus logique
est normal pour les voyous de la Gestapo de dire il y a un super espion soviétique et nous sommes formidables, nous l'avons arrêté, au lieu de dire il y a des gens importants de votre intelligentsia du Troisième Reich qui sont opposés à l'hitlérisme. Et donc il y a une résistance nationaliste anti-hitlérienne en Allemagne. C'est fait que Hitler n'aurait pas pu accepter. Donc pour tous ces éléments, Trepper apparaît le James Bond de l'époque. Et c'est servi par l'immense talent littéraire de Gilles Perrault. Donc ça, tout compte fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ça, c'est remis en cause par la découverte de nouvelles archives, en particulier l'ouverture des archives anciennement soviétiques, donc en Russie, et que justement, on est dans un cas de réévaluation ou de dévaluation du rôle de Léopold Trepper et de réévaluation du rôle de ce réseau, Constantin Melnik. Alors, si vous voulez, ce qui s'est passé, et alors c'est vraiment l'exemple, c'est un exemple d'école parce que à la fois les archives sont ouvertes et elles ne sont pas ouvertes complètement, même après mais je vais aborder le premier problème de l'ouverture des archives. L'ouverture des archives, parce qu'il y a deux services en Russie, il y a le service de renseignement civil et puis le service de renseignement militaire. Et le service de renseignement militaire dont Trepper dépendait. Et il se trouve que le service de renseignement militaire, lui, n'a pas ouvert totalement, il a ouvert que partiellement ses archives, alors que le service de renseignement civil, lui, l'a ouvert totalement, mais dans ses archives, il y a peu d'éléments sur Trepper. Mais il n'y en a presque pas, puisqu'il ne dépendait pas de... Voilà ce que racontent les services secrets russes, et c'est extrêmement dramatique en soi, c'est qu'il situe la naissance de l'Orchestre Rouge pas du tout là où les Allemands le situent, ils le situent dès les années 33, c'est-à-dire dès l'arrivée de Hitler au pouvoir. Ils disent, dès l'arrivée de Hitler au pouvoir, des intellectuels allemands, notamment le sublime Arvil Arnak, sont mis à la disposition des services secrets russes, qui étaient représentés par leurs représentants clandestins à Berlin, et l'Orchestre Rouge date déjà dès 1933, et il connaît des drames multiples, parce que il se trouve que Staline épure les organes d'espionnage soviétiques, il rappelle les gens qui sont à Berlin, les exécute, et donc pendant 2 ans, les pauvres intellectuels allemands anti-hitlériens, la résistance allemande, sont coupés de tout renseignement, de tout contact avec les Russes. Puis il se produit quand même, par un concours de circonstances, ils insistent, ils envoient un message à l'ambassade soviétique à Berlin, et les Russes envoient un émissaire. Et cet émissaire, qui s'appelle Korotkov, rassemble tous les renseignements de l'Orchestre Rouge, et ces renseignements de l'Orchestre Rouge, tenez-vous bien, tiennent dans 14 pages, concluant toutes au côté totalement imminent de l'invasion hitlérienne. C'est-à-dire que Staline a eu sur son bureau 14 pages avec une série de 85 renseignements disant que l'invasion aura lieu le 22 juin 1941. Donc ça, c'est l'invasion de l'opération Barbarossa. C'est l'opération Barbarossa, mais c'est le premier drame de l'Orchestre Rouge, c'est que Staline ne les écoute pas. Staline ne les écoute pas. Et donc, problème du renseignement, c'est-à-dire qu'il faut, on fournit des informations, mais il faut ensuite que le pouvoir accède à ces informations et puis il considère qu'elles sont valides. Donc, elles sont valides. Et alors, si vous voulez, c'est une des raisons pour lesquelles les archives étaient fermées, c'est que du temps de Staline, personne ne voulait admettre que le guide suprême, comme on l'appelait, pouvait se tromper à ce point-là, parce qu'en présence de 14 pages venant d'intellectuels allemands et de militaires allemands les mieux placés, il avait tous les renseignements. Et la faute continue encore, c'est que les Russes sont évacués de leur ambassade au moment de la déclaration de guerre, et ils ne laissent pratiquement pas à ces pauvres gens de matériel de radio sûr. Ils leur laissent 2 postes radio, que ces héros bricolent,
et ils arrivent à émettre, mais les postes sont prévus pour 100 ou 200 kilomètres. Or, ce que les gens n'avaient pas prévu, c'est que l'armée allemande se ruerait avec une telle vitesse, ce qui fait que les pauvres gens de l'Orchestre Rouge ont été mis dans le vide. Vers la Pologne, mais la Pologne était occupée par les Allemands, donc voilà. Occupée par les Allemands. Donc, si vous voulez, c'est encore un nouveau drame de l'Orchestre Rouge. Donc, si vous voulez, tout le récit est extrêmement dramatique. Et ce qui se produit alors, c'est que c'est là où intervient Trimper. Ce n'est que là où intervient Trimper, c'est que pour contacter les gens de l'Orchestre Rouge, les services secrets soviétiques s'adressent à des postes radio clandestins que le service militaire allemand avait en Belgique, rue des Atrobates, et à Paris avec Trimper. Et un des envoyés de Trimper se rend à Berlin, il ramasse des renseignements très importants, mais ça cause l'effondrement de l'Orchestre Rouge. Donc on voit bien que ce que vous dites, Constantin Melnyk, c'est qu'effectivement l'ouverture de ces archives russes, même si elle n'est pas totale, puisque vous avez expliqué que celle des renseignements militaires n'est pas totale, cette ouverture, cette ouverture des archives russes permet de réévaluer, d'évaluer le rôle de Trimper soi-même, et surtout de dire, voilà, c'est une organisation qui date d'il y a plus longtemps. Et permet donc de refaire l'histoire de l'Orchestre Rouge. Si vous étiez encore éditeur aujourd'hui, vous reconfieriez peut-être la plume à Gilles Perrault pour lui dire il faut refaire une histoire de l'Orchestre Rouge vue du point de vue de ces nouvelles archives peut-être. Oui, mais alors là on se heurterait, je crois, à un phénomène psychologique parce que Perrault est tombé amoureux d'une manière tout à fait légitime de Trimper et je ne crois pas qu'il voudrait modifier. Il faudrait trouver un nouveau Perrault, c'est ça. Mais par contre, actuellement, moi je suis plus éditeur, mais je sais qu'il y a un brillant journaliste de la Croix qui va travailler sur ce sujet, qui, à partir des archives russes, va écrire ce qu'on sait actuellement. Parce que, si vous voulez, même ce qu'on sait actuellement, et qui est très riche, et qui est prodigieusement dramatique, n'est pas encore tout à fait la vérité, parce que le véritable rôle de Trimper n'existe que dans les archives militaires, qui, elles, sont encore fermées. C'est-à-dire que les archives militaires... Vous voulez dire qu'il pourrait y avoir un deuxième, puis un troisième roman sur l'Orchestre Rouge, ou récit sur l'Orchestre Rouge, du moment où ces archives seront ouvertes, et que là, on aura véritablement l'évaluation exacte par les services russes de ce qu'était le rôle de Léopold Trimper. Parce que les services civils disent il est totalement parce qu'actuellement, tenez-vous bien, en Russie, il y a 6 volumes qui ont été publiés et que j'ai signalé à Sébastien Laurent sur l'histoire des services. Un historien qu'on recevra justement jeudi. Qui sont vraiment rédigés par des historiens et avec des documents absolument sidérants. Par exemple, il y a quand on se dit ouverture des archives, c'est la liste des renseignements transmis par un agent. Par exemple, dans la célèbre affaire de Georges Pack en France, il y a dans ces documents russes le texte intégral des documents que Pack transmettait. Oui, alors Georges Pack, il faut rappeler qu'il a été arrêté et condamné d'ailleurs. C'était dans l'après-seconde guerre mondiale. Il a été arrêté, le pauvre, en 63 et il a fait 7 ans de prison, ce qui est une différence, heureusement que 7 ans, parce qu'en Russie, le pauvre aurait été exécuté. De l'avantage de la démocratie. De l'avantage de la démocratie par rapport, et c'était un homme que je connaissais et quand je le voyais à Matignon et que j'ai vu après sa libération, et c'est pas du tout un traître, parce que là encore, c'est le fantasme du traître. Un homme comme Georges Pack ou les gens de l'Orchestre Rouge, c'est des gens habités par une idéologie, donc on ne peut pas parler de trahison, si vous voulez. Mais ça, c'est un autre fantasme qui existe. Mais vous avez mille fois raison, sur l'Orchestre Rouge, peut-être il y aura une réévaluation du rôle de Trimper une fois que les archives militaires auront été ouvertes. C'est pour vous situer la difficulté qu'il y a pour l'historien de travailler sur ces sujets. Alors, difficulté pour l'historien, vous en êtes la preuve, puisque je l'ai dit en ouverture de cette émission, vous avez donc écrit vos mémoires. Et non, même pas. Emmanuel Laurentin, j'ai écrit parce que je me suis intéressé beaucoup plus à la littérature et moi, je suis victime des fantasmes dont nous parlons. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Comme un espion, alors que j'ai jamais fait d'espionnage. Même à Matignon, j'étais
je supervisais, disons, tous les services de sécurité, mais c'était beaucoup plus le maintien de la paix civile et de l'ordre, notamment lors du putsch d'avril 61 ou lors de la lutte contre le reste, mais je m'occupais pas du tout des opérations elles-mêmes, c'est-à-dire que je savais strictement rien des opérations des services secrets. Par contre, j'ai voulu après me documenter, et là j'ai été séduit par la littérature, et j'ai pas écrit de mémoire, parce que j'estime qu'on ne peut pas écrire de mémoire dans ce genre de choses. On peut répondre aux questions de Sébastien Laurent parce que c'est un historien qui pose des questions intelligentes d'historien, mais on ne peut pas écrire de mémoire parce qu'on est trop prisonnier des fantasmes. Alors, prisonnier des fantasmes de la société ou prisonnier de vos propres fantasmes aussi, parce que chacun chacun ses propres fantasmes construit sa propre histoire. C'est-à-dire que vous qui êtes petit-fils du médecin du tsar, c'est comme ça qu'on vous présente. Vous qui avez donc été longtemps à la Rand Corporation avant de venir au cabinet de Michel Debré à Matignon, vous qui ensuite êtes reparti d'ailleurs à la Rand Corporation, qui est devenu éditeur, votre histoire et votre vie d'une certaine façon est un peu un roman aussi. Un peu roman, c'est pour ça que quand vous dites que j'ai écrit des mémoires, j'ai pas écrit des mémoires, j'ai écrit, et je devais publier ce livre. Alors ça c'est tout à fait typique, si vous voulez, des difficultés de juger pour l'historien de juger des témoignages. J'ai écrit un livre que je voulais appeler La Diagonale du Double, avec son sous-titre Essai d'autofiction. J'aurais eu 300 lecteurs. Mon éditeur, très intelligemment, dit c'est pas du tout comme ça qu'il faut présenter le livre, il faut présenter un espion dans le siècle. Ouais. Donc, voilà, et c'était un essai d'autofiction. Si vous voulez, l'autofiction, c'est le roman du jeu. J'ai inventé un personnage double qui raconte ma vie à la troisième personne et à qui j'ai fait inventer des choses qu'on m'attribue, comme vous dites, mais c'est le roman du jeu, c'est tel que les choses auraient pu se passer, mais qui ne sont pas passées du tout. Vous comprenez bien quand même, Constantin Ménic, vous n'êtes pas dupe de ce jeu que vous jouez. D'ailleurs, qu'effectivement, l'historien, quand il se retrouve face à un roman du jeu, une double vie racontée par un autre vous-même, qui se retrouve face à des services très secrets, qui est un roman écrit par Constantin Ménic, où vous dites en ouverture quelque chose de très intéressant, puisque vous mettez un avertissement en ouverture de ce roman. Vous mettez, voilà, la seule ambition de ce roman est de restituer la réalité technique, politique, humaine des services spéciaux dans le monde moderne, etc., etc. Mes personnages ne sont pas sortis tout armés de mon esprit. Je me suis le plus souvent inspiré du profil, du passé, des traits de caractère des officiers de renseignement, du contre-espionnage et d'action que j'ai connus. Mais le malaxage, la transposition et l'invention sont telles que, selon la formule qu'elle a consacrée, toute ressemblance avec des personnes vivantes ou décédées relèverait d'une pure coïncidence. C'est-à-dire que vous brouillez les pistes aussi d'une certaine façon. Mais si vous voulez, Emmanuel Laurentin, c'est le propre de tout roman. Ah oui. Et si vous voulez, la définition du roman donnée par Aragon, c'est le mentir vrai. C'est le mentir vrai. C'est la définition par l'organe de données du roman, la vérité par le mensonge. C'est-à-dire que dans le roman, on essaye de créer. Et quand Léon Tolstoï, je ne veux pas faire de comparaison, mais Léon Tolstoï écrit Guerre et paix, il s'inspire de personnages réels. Mais ça ne veut pas dire du tout que le prince André est mort à Austerlitz. Il n'y a pas eu de prince André et il ne pouvait pas mourir à Austerlitz. Non, ce que je veux dire, c'est que simplement pour l'historien, ces données qui sont donc données dans un roman dont vous dites elles ont été malaxées, retransformées, il se demande quelquefois si par là même, vous-même, Constantin Ménic, qui ne pouvez pas tout dire, vous l'avez expliqué dans des récits donc à la première personne, vous ne voulez pas faire passer par le roman des informations supplémentaires. C'est-à-dire que d'une certaine façon, c'est un jeu à double fond ou à triple fond, et donc l'historien doit se débrouiller avec ça. Oui, non, si vous voulez, l'historien pourrait pas écrire l'histoire des guerres napoléoniennes par tir de guerre épée. Et si vous voulez ça, et le vrai historien, et j'en ai l'expérience avec les interviews que mène Sébastien Laurent, le vrai historien ne s'intéresse pas du tout à mon œuvre romanesque, il me pose des questions d'historien, et c'est pour ça que vous avez mille fois raison, et je maintiens que la seule façon d'avoir la véritable approche historique, c'est dans ce monde d'ignorance nimbé par des fantasmes. Moi, dans mon dernier livre, pour lequel d'ailleurs j'ai eu du mal à trouver un éditeur, j'ai trouvé heureusement Ellipse, qui est une grande maison d'édition universitaire, je décris le monde
la connaissance du renseignement comme une mappon du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il y a des zones, un terra incognita, et sur cette terra incognita, il y a des personnages nés du fantasme. Qui emplissent le vide d'une certaine façon, qui sont là pour remplir le vide. Qui sont là pour remplir le vide et pour meubler l'imagination. Donc ça c'est les. Mais c'est pour ça que devant cette situation-là, l'historien ne doit pas tenir compte des romans, l'historien ne doit pas tenir compte des mémoires souvent fantasmées des membres des services secrets. Il doit ou avoir accès aux archives comme elles sont, quand elles sont ouvertes, mais comme on l'a dit, elles ne sont ouvertes que très tard et sur des problèmes de consensus international. Il faut qu'il ait accès aux archives d'une part, ou alors à des entretiens sérieux menés par le ministère, par les archives de la Défense actuellement, et qui sont d'ailleurs protégés par le secret défense. C'est que tout le monde ne pourra pas avoir accès à tout cela, à toutes les confidences. Alors justement, c'est très intéressant parce qu'il y a des cultures nationales et étant donné votre double culture, pourrait-on dire, parce que donc triple plus qu'américaine aussi, voilà, votre triple culture, vous pouvez comparer ces cultures nationales de l'histoire du renseignement et du renseignement. C'est-à-dire que tout compte fait, la culture française est une culture assez pauvre en ce domaine, où laissant place, dites-vous, à beaucoup de fantasmes, parce que simplement il n'y a pas eu une école qui a pris ça un peu au sérieux jusqu'à très récemment, alors qu'aux États-Unis ou en Russie, il y a une véritable culture ancrée du renseignement, parce que d'abord la guerre froide a fait en sorte que ça soit ancré, avec des dizaines de milliers d'agents d'un côté comme de l'autre qui s'affrontaient. Mais aussi une culture de discours sur le renseignement, du discours sur les services secrets, des études sur les services secrets, qui sont partagées à la fois par une opinion éclairée américaine et une opinion éclairée en Russie. Vous avez 1000 fois raison, Emmanuel Laurentin, c'est qu'il y a une différence de culture et une différence de puissance. C'est que, vous l'avez très bien indiqué, et de véritables services secrets, il y en a en Russie, et il y avait surtout, alors ça c'est une des thèses de mon livre, c'est que le renseignement est sur le plan de mourir de sa belle mort, parce qu'il n'y a pas de renseignement contre le terrorisme Al-Qaïda, sauf du renseignement technique, on ne peut pas recruter des agents. Ce que nous appelions le grand jeu était né de la culture communiste, de l'expansion communiste. Donc il y avait eu deux monstres qui se sont affrontés, le KGB et la CIA, et nous Français, nous jouions un rôle marginal parce qu'on n'avait pas les moyens. Vous racontez quand même, c'est une histoire un peu de bricolo ce que vous racontez. C'est-à-dire qu'en gros, les services tels que vous les décrivez, les services français, d'abord étaient divisés, se bagarraient entre services intérieurs et services extérieurs, même sous votre houlette ou sous la houlette de Michel Debré, il y avait quand même des tiraillements, même on ne tirait pas toujours dans le même sens pendant la guerre d'Algérie, par exemple. Et puis surtout, vous avez l'air de dire que ça n'était pas très professionnel tout cela. C'est ce que à cette époque-là, en tous les cas. C'était parce que la France, premièrement, n'est pas un grand pays, malgré son rayonnement intellectuel, moral, diplomatique, mais elle n'a pas les moyens de participer. Ça coûte très cher des services secrets. Au SDEC du temps où nous étions à Matignon, il y avait 3000 personnes, il y en avait 100 000 au KGB. Le KGB avait le budget d'un État d'importance moyenne. Donc, avec la particularité que le KGB regroupait les services d'espionnage intérieur et extérieur. Donc, ce qui est tout à fait contraire aux conceptions démocratiques. Et heureusement, maintenant, la Russie moderne a mis fin à ce mélange. Mais pour en revenir, puis il y a des différences de civilisation. La Russie avait une police secrète du temps des tsars. C'était des révolutionnaires qui étaient arrivés au pouvoir, qui étaient formés par la conspiration, dans un pays où immense sujet à toutes les invasions, et qui tout à coup était porteur d'une idée universelle, qui était le communisme, qu'il faut surtout pas comparer au nazisme. Là, je suis formel, plus je travaille sur la question, plus je vois de différence entre le nazisme et le communisme. Et donc, il était porté par une idée universelle qu'on peut discuter, et
jamais, j'ai combattu le communisme toute ma vie et le KGB aussi, mais je dois reconnaître que c'était quand même une très belle idée, le communisme. Bon, et donc, cette idée-là a donné lieu à une espèce d'épanouissement du renseignement dans des organismes très, très sérieux. Et en face, ça a entraîné la création de la CIA, qui était aussi un organisme très puissant. Nous sommes, un peu... Des petits joueurs par rapport des petits... Nous jouons pas... on n'a jamais joué dans la cour des grands, quoi. Mais vous ne sous-évaluez pas tout de même le rôle du renseignement dans l'histoire récente et contemporaine de la France? Tout de même, il y a une culture du renseignement, même si elle est moindre, même si elle est plus petite, parce que simplement l'autonomie que voulait accorder à la France, par exemple, le général de Gaulle, que vous aviez donc comme figure tutélaire lorsque vous étiez à Matignon, l'autonomie qu'il voulait accorder à la France par rapport justement à ce jeu des grandes puissances, l'obligeait d'une certaine façon à concevoir tout de même un peu un service de renseignement qui soit digne de ce nom. Non, si vous voulez, parce que ça, si vous voulez, je le démontre un peu dans mon livre, et c'est sur la réalité d'un fantasme, c'est que là, je ne mets les services secrets en français qu'en annexe du livre parce qu'ils me paraissent tellement marginaux. Et c'est que le général de Gaulle faisait confiance à sa propre vision stratégique. C'était un génie stratégique. Qui était une vision stratégique, dites-vous, du 19e siècle. Du 19e siècle, mais qui quand même était extraordinairement puissante. Et il faisait confiance à son propre verbe. Donc il n'a jamais réformé les services secrets à la Libération. Il a renvoyé le colonel Passy, qui avait été le chef de ses services secrets à Londres. Et à la fin de la guerre d'Algérie, où il aurait fallu créer des vrais services secrets, les vrais services secrets français n'ont été créés que par François Mitterrand, après une longue réflexion du Parti socialiste sur le renseignement. Et il ne date que de 89, au moment où la guerre froide était pratiquement terminée, où on a compris enfin qu'il fallait mettre à la tête des services un préfet ou un diplomate, avait su aider de techniciens, mais on ne leur donne pas les moyens non plus. Mais enfin, si vous voulez, mais dans le monde moderne, si vous voulez, le renseignement dans le monde moderne, maintenant on le découvre, mais face au terrorisme, il n'y a pas de possibilité d'infiltrer des grands, ce que nous appelons les grands agents, qui personne ne va vous dire, ne pouvait que comme ce serait produit dans l'affrontement entre l'Est et l'Ouest, que Ben Laden allait lancer une offensive le 11 septembre contre les tours jumelles de Manhattan. Et puis même si on l'avait averti, il aurait peut-être été... George Bush aurait peut-être été comme Staline à propos de l'opération Barbarossa, il n'aurait pas cru. Il n'aurait pas cru. Et l'opinion publique américaine ne l'aurait pas accepté. Mais pourquoi, selon vous, dit-on justement que les services français sont meilleurs sur ces questions d'islamisme et de terrorisme que les services américains qui, disait-on, à l'époque, au moment du 11 septembre, n'avaient pas fait confiance à des agents sur le terrain, mais n'avaient fait confiance qu'à une analyse comme cela, un peu froide, des documents qui leur étaient confiés, qui étaient récupérés sur l'ensemble de la planète. Non, parce que si vous voulez, les services secrets français sont meilleurs que les services secrets américains, ou même que les services russes, quoique les services russes sont arrivés à de très beaux résultats en Tchétchénie, au point de vue purement... Je juge pas la guerre, l'horrible guerre de il faut dire ça tout de même, oui. Mais par contre, sur le plan technique, ils ont détruit des réseaux entiers de terroristes. Bon, mais ça revient à ce que nous disions sur la technique et sur la psychologie française. Autant le français, je crois, ne s'intéresse pas au monde extérieur, à part une fraction qui a fait l'Empire, ou qui émigre actuellement. Autant le français est défenseur de son précaré, de son champ, etc. Alors les services de police français, que ce soit la DST ou les RG, sont tout à fait remarquables et ils ont des qualités que n'a pas le renseignement extérieur français parce que nous sommes un peuple un peu policier et puis aussi nous avons un énorme avantage, je crois, sur les Américains et sur les Russes, c'est que les Russes ont étudié ça beaucoup parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur la conception gaullienne de la lutte contre le terrorisme, c'est que il n'y a pas
j'ai employé le mot lutte, j'ai pas employé le mot guerre. C'est que le général de Gaulle qui a eu à faire face, et moi à ses côtés, au terrorisme FLN ou au terrorisme OAS, on a compris qu'il y avait des raisons politiques à ces terrorismes. C'est-à-dire qu'il suffisait de donner l'indépendance à l'Algérie pour que le terrorisme FLN s'arrête. Il suffisait que cette indépendance soit suffisamment forte pour que le terrorisme européen de l'OAS s'arrête. C'est-à-dire qu'il y avait des réponses politiques toujours. Alors, si vous mettez d'une part les réponses politiques d'absence d'hystérie de guerre contre le terrorisme, comme l'hystérie américaine, et d'autre part la technicité de services qui sont très compétents sur le plan intérieur, vous avez un profil où, si vous voulez, qui compense de loin la faiblesse de notre connaissance du monde extérieur. Alors, si on s'intéresse à Constantin Melnik en tant que personne, on se dit, puisque vous êtes notre témoin qui ouvre cette semaine, on se dit, il y a des dizaines de fantasmes qui peuplent votre biographie. Ça fait partie des choses qui, justement, sur Internet, des comptables Constantin Melnik. Alors, vous avez été à la fois donc le concepteur, mais ça, vous en êtes à peu près d'accord, je crois, un des concepteurs de cette opération qui s'appelait La Main Rouge pendant la... Non, pas du tout. Alors là, j'ai jamais... Alors, si vous voulez, alors là... c'est comme ça que vous êtes présenté dans beaucoup. C'est ça qui est présenté parce que. Alors la Main Rouge, il faut l'expliquer, c'était donc une organisation terroriste de pieds noirs, enfin du moins présentée comme telle, qui œuvrait justement pendant la guerre d'Algérie. Et donc on dit Constantin Melnik, il était donc concepteur de la Main Rouge. Constantin Melnik, il a été patron des Templiers. C'est ce qu'on dit aussi quand on trouve. Et la semaine prochaine, nous consacrerons notre semaine à l'histoire des Templiers, mais les véritables Templiers. Donc, patron d'un ordre néo-templier dans les années 50, dit-on. Constantin Melnik, il était un des responsables du réseau Gladio pour l'Europe, donc ce réseau mis en place par les Américains, etc. Donc non, mais donc vous avez une biographie foisonnante, mais qui correspond justement à ce double statut qui est celui de quelqu'un qui a dirigé donc des services à Matignon pendant un temps, qui a coordonné des services à Matignon, et puis en même temps qui justement dont on se dit il y a forcément quelque chose dessous. C'est ça un peu la question du renseignement, Constantin Melnik. Non, alors que si vous voulez, mais ça c'est ce que nous disions tout à l'heure, c'est l'ignorance parce que je pouvais pas écrire de mémoire. Et deuxièmement, c'est les fantasmes, peut-être parce que je porte un nom russe, peut-être oui, c'est ça, oui, il y a ça aussi. Oui. Peut-être dès que j'ai débuté en politique, parce que j'étais secrétaire parlementaire du groupe radical socialiste, le président du groupe m'a dit changer de nom parce que Constantin, ça fait tailleur grec et Melnik, franchement, cagoula. J'ai pas changé de nom. Donc, il y a eu des fantasmes qui se sont créés, mais... En fait, je suis un modeste analyste qui tout à coup a été projeté aux côtés du général de Gaulle et de Michel Debré dans une époque très difficile. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que ces fantasmes n'existent pas en Russie. Tenez-vous bien, il y a à peu près... les Russes s'intéressent beaucoup à mon action, et c'est très gentil de leur part, parce que mon livre, La réalité d'un fantasme, autant j'ai eu du mal à trouver un éditeur en France, autant j'ai trouvé un éditeur en 3 semaines à Moscou. Les Russes s'intéressent mais il n'y a aucun fantasme sur moi en Russie. Il y a à peu près 8 films de télévision qui tournent sur ma vie sans aucun fantasme. C'est-à-dire on prend au pied de la lettre... Au pied de la lettre ce que j'étais, avec la conception russe du renseignement, le fait que j'ai joué un certain rôle historique à Matignon, mais pas du tout comme espion, mais comme coordinateur de ce que les Russes appellent des structures de force, et que mon rôle auprès du général a été assez valable dans la définition de la lutte contre le terrorisme, parce que on a eu quand même de très beaux succès, et pratiquement dans les fantasmes français, toutes les choses, je crois, importantes que je suis arrivé à faire, on n'en parle pas, et il y a que des fantasmes. Bon, mais ça, il faut selon vous, quand on a eu le rôle que vous avez eu, Constantin Melnik, il faut
tirer, disons, à la conclusion qu'on ne peut pas, de son vivant, on ne pourra pas savoir, on ne dira pas la vérité sur l'action de Constantin Melnik, et que peut-être dans 50 ans, justement, tout cela sera balayé, tous les fantasmes sur votre vie seront balayés par le travail sérieux de chercheurs. Est-ce qu'il faut se résoudre à cette idée qu'on ne peut pas le faire de son propre vivant, justement? En France, du moins, parce qu'en Russie, je suis très satisfait Du traitement qui vous est accordé, c'est ça? La Russie me comprend parce que les Russes ont, premièrement, la culture du renseignement, et deuxièmement, ils comprennent la structure de force, et troisièmement, ils comprennent la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire qu'il ne peut se résoudre que par des raisons politiques et pas par la guerre contre le terrorisme du cher Bush. Donc, je suis très compris en Russie, alors ce qui est d'ailleurs schizophrénique, compte tenu de ce que vous dites. Je regarde jamais l'internet et je ne dis jamais rien qui me concerne en France. Par contre, en Russie, je crois être compris. Et puis, pour répondre à votre question, c'est que j'ai entrepris des conversations avec Sébastien Laurent pour le ministère de la Défense. C'est peut-être que dans 50 ans, une fois que les passions seront éteintes, parce que si vous voulez, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que le renseignement est une terre inconnue et il ne s'ouvre que quand il y a consensus international, il n'y a aucun consensus international ni national sur la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été digérée par la France et il est difficile même d'admettre sur le plan international que la France ait mené une guerre aussi inadmissible. Oui, ça veut donc dire qu'il faudrait attendre justement que dans l'opinion française et l'opinion politique en particulier, donc des responsables politiques français, cette affaire soit digérée, mais également que dans le monde entier, l'action de la France soit jugée différemment, ou donc il y a une sorte de consensus sur l'action de la France pour que on puisse avoir la vérité des archives sur ces questions-là. Sur ces questions-là, et si vous voulez, ce qui est essentiel et ce qui m'étonne toujours, c'est qu'on parle toujours de la guerre d'Algérie, on parle toujours des tortures, etc. Et on ne fait jamais la différence entre la politique de la 4ème République, qui était une politique abominable de destruction de l'ennemi FLN et la torture pendant la bataille d'Alger, et la politique du général de Gaulle, qui était une politique pas de détruire l'ennemi, mais de l'affaiblir pour négocier avec lui une solution sortant de... Oui, parce que vous-même, vous avez raconté les exécutions des militants FLN un peu partout. Oui, mais ça a été lancé par la 4ème République, et si vous voulez, c'est pas... et encore, j'ai raconté sous forme de roman pour donner une ambiance. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est produit tant que les archives seront pas ouvertes. Je ne peux pas vous dire véritablement ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie, parce que je me contentais, moi, de recevoir des instructions de Michel Debré, qui les recevait de Gaulle, des directions à suivre, c'est-à-dire on ne suivait pas les opérations au jour le jour. Mais ça veut donc dire qu'il faut faire, comme le dit justement Sébastien Laurent et comme le disent les quelques historiens qui travaillent sérieusement sur cette question de l'histoire du renseignement, il faut faire une histoire politique des administrations secrètes, disent-ils. Il faut véritablement s'intéresser aux choix politiques, aux options politiques du moment, comprendre comment les administrations secrètes répondent ou ne répondent pas à ces options politiques pour pouvoir mieux comprendre cette grande évolution justement de l'histoire du renseignement tout au long du XXe siècle. Ah oui, ça c'est absolument indispensable. Si vous voulez, quand on parlait même de l'Orchestre Rouge, et il faut comprendre la psychologie de Staline. Si vous voulez, on critique beaucoup Staline n'avoir pas écouté l'Orchestre Rouge, mais moi qui ai l'expérience de Matignon, finalement, je n'aurais pas écouté l'Orchestre Rouge non plus, parce qu'il y avait tellement d'autres renseignements qui allait dans un autre sens, que véritablement, il faut effectivement, il faut comprendre les rapports très complexes, parce que si vous voulez, c'est ça qui manque, même quand les archives sont ouvertes, ce qui manque, et russe ou américaine, ce qui manque, c'est la réaction du pouvoir, c'est les réactions complexes entre le pouvoir et le renseignement. C'est-à-dire, c'est la question de la prise de décision, c'est-à-dire une fois que l'information fermée est parvenue au centre de pouvoir le plus haut,
Qu'en fait le pouvoir? Croit-il justement ce qu'on lui dit, ou au contraire a-t-il une sorte de conviction personnelle qui va à l'encontre de cela? Et c'est de tout cela dont il faut débattre quand on est historien. Quelquefois, même, c'est pas une conviction personnelle, c'est que quelquefois, actuellement, c'est un des défauts des ouvertures d'archives, notamment de l'Orchestre Rouge, et peut-être que ce sera encore réévalué quand l'étude que vous suggérez et que aura été faite, c'est que si vous voulez, moi, je me suis lancé aussi à étudier un peu le pouvoir soviétique au moment de l'Orchestre Rouge, disons, et effectivement, je suis arrivé à la conclusion que les renseignements qui étaient peut-être très convaincants pour ceux qui les envoyaient ne l'étaient pas pour ceux qui les lisaient. Qui les recevaient. Qui les recevaient. Ça souvent, et ça, si vous voulez, ça manque, et Sébastien Laurent a tout à fait raison, c'est qu'il faut écrire maintenant, il faut mieux connaître le renseignement, mais il faut aussi mieux connaître les mécanismes de pouvoir. C'est que et ça, j'ai la chance unique, autant j'ai participé à aucune opération des services secrets, autant j'ai la chance à Matignon d'avoir découvert que quand vous recevez un coup de téléphone du directeur des renseignements généraux disant il va y avoir un putsch à Alger, est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous n'y croyez pas? Et alors vous y avez cru? Moi j'y ai cru, mais j'ai appris trop tard, avec uniquement 8 heures de décalage, ce qui n'a pas empêché de mobiliser toutes les troupes à Alger. À pied, à cheval et en voiture, comme disait Michel Debré. Mais c'était même avant. Ah oui, c'était avant. Il faut voir le renseignement par le côté du pouvoir. Est-ce que le renseignement est convaincant? C'est pour ça que le renseignement est important, mais c'est pour ça que les études sur le renseignement sont importantes. Et les documents que les Russes publient en annexe de leurs études historiques sont essentiels. Parce que là, par exemple, on parlait tout à l'heure de Georges Pack. Quand Georges Pack envoie à Khrouchtchev un document de l'OTAN, qui prévoit qu'en cas de reprise du blocus du Berlin par les Russes, les Occidentaux sont prêts à employer l'arme atomique, c'est un document officiel. Et là, véritablement, Khrouchtchev ne pouvait que l'écouter. D'ailleurs, il a tellement bien écouté qu'il a construit le mur de Berlin, et que Georges Pack, d'une certaine façon, et ça on en revient au problème de la trahison, a sauvé la paix à ce moment-là en transmettant ce renseignement aux Russes. Donc c'était pas un traître, mais véritablement, il a servi la paix. Mais ça veut bien donc dire, on arrive au terme de notre entretien, Constantin Melnick, l'immense difficulté de l'historien devant ce champ de recherche, la difficulté liée, on l'a dit depuis le début, à l'ouverture ou pas des archives, à la crédibilité ou non des témoins, à la capacité ou non de se mouvoir dans ce secteur et de parler peut-être plusieurs langues aussi, parce que vous avez la chance de pouvoir parler à la fois le russe, l'anglais, le français, peut-être d'autres langues, Constantin Melnick, mais ce n'est pas le cas de tous les chercheurs, et donc ça nécessite une compétence extrêmement particulière des chercheurs dans ce domaine, parce que il faut pouvoir confronter les sources entre elles pour pouvoir accéder à une certaine vérité. On sait que les historiens ont pour but d'accéder à une certaine vérité de l'histoire, c'est du moins le but de la plupart d'entre eux. Cette vérité, elle est complexe à trouver en tous les cas. Et très difficile à imposer à l'opinion publique. Moi, l'exemple de mon dernier livre, la difficulté que j'ai eu à trouver un éditeur, et j'aurais peut-être une difficulté à trouver le lecteur, parce que le lecteur, lui, préfère le fantasme à la réalité. Parce que simplement, la fiction sur l'histoire du renseignement et sur le renseignement soi-même, cette fiction l'emporte souvent sur la réalité des faits. Vous dites souvent, dans 1000 jours à Matignon, vous dites ce sont des petites actions qui sont additionnées les unes aux autres, ça n'a pas beaucoup ça n'est pas très flamboyant, c'est un travail routinier quelquefois, et évidemment tout cela, ça ne correspond pas tout à fait à l'image que l'on se fait du super espion dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire la fiction de James Bond de Matahari est supérieure aux vues glacées et approfondies de l'historien. Merci en tout cas Constantin Melnick d'avoir été notre invité et d'avoir accepté de venir, parce que c'était vraiment très important d'avoir votre propre témoignage sur cette histoire, puisque vous avez été témoin et analyste de cette histoire. Alors on peut dire que votre ouvrage paraîtra donc aux éditions Ellipse
en mai, je Au mois crois. de mai, oui. En mai, et en même temps en Et en Russie. même temps à Moscou, parce que c'est un ouvrage qui est une réflexion sur le renseignement, c'est-à-dire que j'essaye d'enlever tous les fantasmes et d'essayer de trouver les bribes, et je dis bien les bribes de réalité qui sont accessibles à l'historien. Alors donc on peut aussi conseiller pour ceux qui pourraient peut-être se rendre en bibliothèque, votre livre roman, donc entre autres des services très secrets, c'était chez De Fallois à Paris, ou encore ce récit des 1000 jours à Matignon, De Gaulle, l'Algérie, les services spéciaux, c'était chez Grasset. Et puis on a beaucoup parlé de Sébastien Laurent, historien qui travaille sur cette histoire de renseignement et qui sera avec nous donc jeudi prochain dans le débat historiographique. Citons entre autres, mais il y a d'autres ouvrages à paraître, en particulier Archives secrètes, secrets d'archives, qu'il a dirigé aux éditions du CNRS, historien et archiviste face aux archives sensibles, entre autres. Donc il va paraître bientôt un travail sur justement cette question des archives des services secrets, dans lequel un jeune historien, travaille sur l'Orchestre Rouge. Il s'appelle Guillaume Bourgeois, je crois, et il travaille sur les nouvelles recherches sur l'Orchestre Rouge. Merci Constantin Melnik. Je vous remercie beaucoup, Emmanuel Laurentin. Merci beaucoup. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vona Bolivier et Mélanie Chalandon. Le site internet sur lequel vous pouvez écouter cette émission pendant un mois, la télécharger jusqu'à demain matin 9h, mais également trouver des bibliographies complémentaires, est tenu par Antoine Lachamp. À la technique, aujourd'hui Bruno Gagnard-Fontani, à la réalisation Véronique Lamandour. Si vous voulez réagir à cette émission ou à toutes les autres de la semaine ou de la semaine qui vient de s'écouler, 01 56 40 25 78, 01 56 40 25 78, pièce 61 23 à la Maison de Radio France, 75 220 Paris Cedex 16, ou encore sur le site internet www.franceculture.com, rubrique les émissions, la fabrique de l'histoire. Demain, nous traiterons de la bluite, tentative réussie d'intoxication pendant la guerre d'Algérie.